Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'essence augmente, l'essence a encore augmenté. Oh, vous y mettez un peu du vôtre, hein? Au lieu d'acheter du 25 et 30 litres, vous n'avez qu'à faire comme moi, vous n'avez qu'à en prendre pour 100 francs. Moi, ça fait des années que j'en prends pour 100 francs, j'ai toujours payé le même prix. Pourquoi? Ah, je dis oui, mais vous allez de moins en moins loin. J'allais où je vais. Rue de la Gaîté, depuis quelque temps, il y a des sex shops partout. Et mon pianiste était là, il tambourinait sur la vitre. C'est un véritable scandale, retirez-moi ça tout de suite. Alors le vendeur est sorti, il a dit retirez quoi? Et il lui a dit retirez la buée, on voit rien. J'ai lu sur un mur le Portugal au portugais. C'est comme si on lisait la Suisse aux Suisses. Ou la France aux Français. Ce serait plus la France. Extraordinaire. Raymond DeVos, André Berkoff, l'un des plus grands virtuoses de la langue française. Il aurait eu 100 ans avant-hier. Ben oui, mais il aura toujours 100 ans, 200 ans. Raymond DeVos est inoxydable. Raymond DeVos est absolument unique. Il est né effectivement, comme vous disiez, le 9 novembre 1922. Et il a fait rire des générations entières avant de mourir en 2006 à 83 ans. Et moi, je veux dire, j'ai vu Raymond DeVos 2 ou 3 fois sur scène et on l'a évidemment écouté comme des milliers, des millions de gens. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était, comme disait Jacques Prévert, en merveilleux termes avec les mots. C'est-à-dire que lui, c'est pas lui qui changeait les mots de sens et les sens de mots. Il savait ce que c'était. Et il a fait de la langue française et du calembour un objet d'art et une œuvre d'art. C'est ça, Raymond DeVos. C'est formidable. Et en plus, derrière ça, une sagesse étonnante. Et on le dit, par exemple, juste comme ça, pour les auditeurs de Sud Radio, 1 fois rien, c'est rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais pour 3 fois rien, on peut s'acheter déjà quelque chose et pour pas cher. L'autre jour au café, je commande un demi, j'en bois la moitié. Il ne m'en restait plus. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. Et il finit... Il n'y a pas que le tabac qui sonne au siffle. La vieillesse aussi, c'est dangereux. Je connais des gens qui en sont morts. Eh bien, toutes les brèves de comptoir, tous les Jean-Louis Gouraud, tous les Jean-Marie Goriot, même l'univers, effectivement, d'Harakiri, de Charlie et tout ça, ont été influencés par Raymond DeVos, Céline. Et oui, et bien, qui était ce magicien des mots, André Berkoff, dont les monologues, effectivement, sont immortels? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio avec Jacques Pessis, effectivement, qui publie la première biographie de ce maître de l'absurde. Alors, à tout de suite. Restez avec nous, on va bien rigoler. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Pendant les vacances, je fais rien. Rien, je veux rien faire. Je savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances, à quand les vacances, je dis bon, je vais aller à Caen. Et puis à Caen, ça tombait bien, j'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé, pour quand, quelle heure? Il me dit pour où? Je lui dis pour quand? Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Je lui dis comment? Vous ne savez pas où et quand? Il me dit si vous ne me le dites pas. Mais je lui dis je vous ai dit quand? Il me dit oui mais vous m'avez pas dit où? Et oui, sacré Raymond DeVos, André Berkoff, qui aurait eu 100 ans avant-hier. Et bien aujourd'hui sur Sud Radio, nous allons lui rendre hommage, André Berkoff, avec Jacques Pessis, qui l'a très bien connu et donc il publie sa première biographie aux éditions du Cherche Midi. Alors bonjour Jacques. Bonjour Céline, bonjour André. Et Jacques, c'est quand même très étonnant qu'aucune bio ne soit parue auparavant. Oui, parce que finalement, DeVos parlait de ses sketchs, parlait de son univers imaginaire, et dès qu'il y avait une question qui se rapportait à sa vie, il passait à autre chose. Ça l'intéressait pas. Il ne voulait pas raconter son passé, ou alors par bribes. Mais par tact, ou par pudeur, ou par discrétion? Par pudeur, parce que ça n'intéressait pas. Le passé était le passé. Ce qui l'intéressait, c'était de créer en permanence. Et il a laissé suffisamment d'archives familiales dans la maison musée de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour reconstituer ce parcours qui est totalement incroyable, qui est aussi incroyable que le génie qu'il avait. Et oui, et c'est vrai qu'il aimait surtout parler de son monde imaginaire et il n'aimait pas
parler pour rien. Écoutons-le. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. Et oui, c'était un véritable virtuose de l'absurde, Jacques Spécis. C'est-à-dire qu'il partait d'une idée, d'une situation, et il détournait les mots. Et pour écrire un sketch comme ça, c'était des semaines de travail, parce que on dit souvent de Vos, ce sont des calembours, des jeux de mots. Pas du tout. Ce sont des situations qu'il crée, et après il développe. Et d'ailleurs, quand il avait une idée, vers 3 heures du matin, il réveillait sa femme pour lui raconter et avoir son avis, parce que c'était n'importe quand, n'importe où, même dans sa voiture, dès qu'il y avait une idée, ça partait. Et c'est vrai que ces sketchs sont troussés avec une parfaite connaissance de la langue française. Et oui. Et sur vous, il a aussi testé des sketchs, non? Ah bah oui, c'est-à-dire que lorsqu'on dînait avec Raymond DeVos, à la fin du dîner, c'est une tradition, il commençait à faire ses sketchs pour le public. Alors, pas pour se montrer, mais parce qu'il testait devant le vrai public les réactions pour savoir si ça faisait rire ou non. Car il était un perfectionniste et un angoissé. Et c'est vrai que des soirées où à 3 heures du matin, il se met par terre et commence à faire son sketch de l'Olympia, ça, c'est assez spectaculaire. Mais vous racontez dans votre livre, effectivement, en fait, il a plongé dans le monde de l'absurdie dès sa naissance. Oui, c'est-à-dire qu'il a toujours aimé ça, c'est-à-dire qu'enfant, à l'école du Sacré-Cœur à Tourcoing, où il grandissait, il se mettait sur le perron et il inventait des petites histoires qu'il racontait à ses petits camarades, des histoires totalement absurdes, qui sont la base de ce qu'il a fait plus tard. Mais il a mis des années et des années à trouver son style. Ah oui. Quels sont vos plus beaux souvenirs avec lui? Vous l'avez connu pendant de nombreuses années. Quand j'allais chez... Comment vous l'avez connu d'ailleurs, je suis journaliste. Je travaillais à l'époque avec Philippe Bouvard, donc mon rôle consistait à interviewer des gens. Et donc régulièrement, on avait sympathisé et j'allais chez lui dans son grenier, sa maison, et je venais pour 1 heure. On restait 4 heures ensemble parce que il vous faisait ses sketchs. Après l'interview, il se mettait au piano, il testait un morceau. Il avait besoin. Il était très généreux de son temps quand même. Ah mais très généreux. Quand il donnait un concert, par exemple, qui durait 2h30. Certains soirs, lorsque des amis le rejoignaient dans sa loge, il continuait le concert. Un soir, Brassens est venu le voir comme ça en scène. Après 2 heures de scène, ils sont restés 2 heures en coulisses à continuer le spectacle. C'était ça. Ça n'avait pas de limite parce qu'il ne vivait que pour ça. Rendez-vous compte, à une époque, il donnait 200 galas par an dans toute la France et c'était tous les soirs 2h30 de scène. Et c'était son plaisir, quoi. C'était sa vie. C'était sa survie même. Vous racontez une très belle rencontre que vous avez faite avec Trenet et DeVos, c'était au Fouquet's, racontez-nous. Je déjeunais avec Trenet comme comme régulièrement à l'époque, c'était des repas qui duraient des heures, et un jour DeVos apparaît dans le couloir du Fouquet's, je vais le chercher. Trenet, mon maître, car il adorait La vie qui va, une chanson de Trenet. Et ils ont passé 2 heures à refaire le monde et à inventer des jeux de mots et des calembours. C'était totalement surréaliste. Malheureusement, il n'y a pas de caméra. Et oui, et cette fête, effectivement, s'est terminée par un duo improvisé sur des refrains très bien connus, notamment celui-ci. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». Trenet était son maître, mais Pierre Dac aussi. Trenet, Pierre Dac et des philosophes aussi. Et c'est vrai qu'il adorait Trenet parce que ça correspondait à la joie de vivre, qu'il n'y avait pas un mot à chanter dans ses chansons. Pierre Dac parce que c'était aussi un maître des mots qu'il considérait dont il était un disciple. Et c'est vrai qu'il avait aussi une passion pour les philosophes. Il lisait les philosophes le soir. C'était un mélange de tout. Par exemple, Freud, Kierkegaard, il les connaissait tous. Il avait tous les livres des philosophes et il se passionnait pour les lire. Et ça faisait partie de sa réflexion personnelle dont il ne parlait jamais mais qu'il évoquait dans ses sketchs. Ah oui, lui qui avait été très peu à l'école en fait. Oui, il a arrêté. En fait, il est né dans le Nord, d'une famille qui avait de l'argent. Son père a des problèmes dans les années 20 parce qu'il travaillait dans les lainières à Roubaix et que c'était une catastrophe. Plus un sou.
Donc à 14 ans, la famille arrive à Paris, le père n'a plus un sou et ne trouve pas de travail. Donc qu'est-ce qui se passe? Le fils doit travailler. Et donc à 14 ans, alors qu'il aime l'école, qu'il obtient les premiers prix en tout, eh bien De Vos doit travailler. C'est l'âge légal pour faire travailler sa famille. Donc il va travailler au Halles, dans une crèmerie. Parce qu'il faut bien subvenir, il a 5 frères et sœurs, et il a un père et une mère qui n'ont pas d'argent. Et oui, et à ce propos, vous racontez effectivement que pour lui, ce n'était pas évident tous les jours. Vous écrivez ceci, il se retrouve confronté à un monde particulièrement rude, dont il n'imaginait absolument pas l'existence. Il ne parviendra pas à s'y habituer et va cultiver une forme de rejet de la société, un traumatisme qu'il va mettre des années à faire disparaître. Oui, parce que il n'était pas asocial, mais il avait son univers avec les gens qu'il aimait. Et tout ce qui était la société, la tradition, ça l'ennuyait profondément. Il faut dire qu'il a eu quelques soucis. D'abord, les soucis familiaux. Ensuite, il a travaillé dans une crèmerie. Ensuite, il a connu la guerre. Il s'est retrouvé pendant la guerre au STO. Il a service du travail obligatoire. Hein, et il y a passé 2 ans. Et il y a une chose qu'on ne sait pas sur lui et qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il se retrouve à Berlin. Et puis un jour, on manque de bras à la frontière allemande et de la Pologne. Il se retrouve dans un lieu où il faut creuser 3 mètres tous les jours, sinon on n'a pas à manger. Il a beau être fort, il n'y arrive pas. Et il dit, je vais m'évader. Et il tente l'évasion impossible. Malheureusement, il y a des soldats allemands qui l'aperçoivent, qui lui tirent dessus. Il parvient à s'évader. Il arrive à la gare, les soldats allemands. Et il voit un vieux monsieur qui est en train de mettre du courrier dans un train. Il prend le sac de courrier, il le met dans le train, il monte dans le train, il dit au vieux monsieur, en allemand, car il parlait allemand, je m'évade, laissez-moi tranquille. L'autre lui jette un regard et il va repartir comme ça, alors qu'il aurait pu être tué ce jour-là par les soldats allemands. Ouais, c'est fou. Et oui, incroyable. Et donc il rentre effectivement en France, on est le 26 mai 1945. Sa famille le croyait mort en fait. Bien sûr, pas de nouvelles depuis 2 ans, parce que le STO, puis la Pologne, il revient à Berlin, il se cachait. Il arrive, c'est curieux, le jour de la fête des mères. Et il va arriver, et c'est très émouvant, à la maison, avec un bouquet de fleurs pour sa mère, qui a failli s'évanouir parce qu'elle pensait que Raymond était mort. Ah oui, et à cette époque, effectivement, Raymond rêve vraiment d'être acteur, il le rêvait depuis toujours. Il décroche effectivement des petits rôles, mais il ne mange pas donc à sa faim tous les jours. Comment il a pris son envol? Qui l'a repéré à l'époque? D'abord, effectivement, il fait toutes les figurations possibles et imaginables. Ensuite, il trouve quelques vagues rôles, mais surtout, il y a une femme qu'il a rencontrée, qui s'appelle Simone Sandry. Il se trouve que c'est une comédienne, qu'elle a hérité de sa famille, elle a de l'argent, et elle a été la première à croire en Raymond. Et quand elle n'avait pas d'argent dans les années 50, il n'avait même pas de quoi manger. Il vivait dans une chambre de bonne, et s'il se levait trop vite, il avait la tête dans le lavabo. Et elle va l'aider moralement et financièrement. Et d'ailleurs, quand il va avoir du succès, il va dire « Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier ?» Elle répond « Épouse-moi ». Et ils se sont mariés. Oh, c'est joli. Ah, c'est joli. C'est vrai que vous dites moralement, parce qu'il avait quand même un côté un peu dépressif parfois. Le moindre, si le public ne réagissait pas vraiment à ses sketchs, il déprimait en sortant de scène, De Vos. Ah, c'était terrible. C'est-à-dire que si un jour il faisait un triomphe, mais qu'il y a un mot qui n'était pas passé à son avis, c'était le drame absolu. Il voulait tout arrêter. Il s'enfermait dans la loge, il insultait tout le monde, alors que c'était parfait. C'était au-delà du perfectionnisme. Il voyait des choses que personne ne voyait. Et vraiment, même un triomphe, pour lui, c'était insuffisant. Ah oui, manque de confiance en lui, sans doute. Non, perfectionnisme. Non. Perfectionnisme. Chaque mot, quand on écrit des choses aussi précises, on est perfectionniste. Et il l'était. Alors justement, écoutons un de ses plus grands sketchs. J'avais 3 jours devant moi, je dis tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas. Je vois le portier de l'hôtel, je lui dis où est la mer? Il me dit la mer, elle est démontée. Ah mais j'ai voulu la remonter quand? Il me dit c'est une question de temps. Je lui dis moi je suis ici pour 3 jours. Il me dit en 3 jours, l'eau a le temps de couler sous le pont. Je dis le pont? Merci, je vais attendre demain. Alors le lendemain, je demande où est le pont. Il me dit le pont, quel pont? Ben j'ai le pont, quoi. Il me dit, il n'y a pas de pont. Je dis, comment il n'y a pas de pont? Il me dit, non, il y en avait un, mais on l'a démonté. Comment j'ai vous démonté tout ici, alors?
Jacques Pessis, quelle est la genèse de ce sketch? Il se trouve qu'à l'époque, De Vos est comédien. Il joue avec la troupe de Jacques Fabry, qui est en pleine ascension, Les Hussards, qui est devenu un classique de Fabry. Et il se retrouve à Biarritz un soir, et avant la représentation, il va boire un verre dans un café. Et il dit au serveur, est-ce que je peux voir la mer? Et il lui dit, non, elle est démontée. Et il lui dit, vous la remontez quand? Spontanément. Comme ça. Et l'éclat de rire qu'il provoque en même temps autour de lui, il dit, il y a quelque chose. Et ce qu'il cherchait depuis des années, ben, c'est né ce jour-là. Et à partir de cette réflexion, il va pendant des semaines écrire dans le quart de la tournée le premier sketch, La mer démontée, et le tester dans un cabaret parisien, le Cheval d'Or, persuadé que ça n'intéressera personne. Et non seulement ça a intéressé tout le monde, mais il a ensuite été aux Trois Baudets, il a fait beaucoup d'autres choses, et il est devenu Raymond DeVos. Ah oui. Et les sketchs, il les travaillé très longtemps. Des mois. Des mois. J'ai vu des brouillons de sketch qu'il m'a un jour montré, mais c'était il travaillait à la main, il écrivait à la main. Il avait commencé un sketch 1 an avant, et il ne trouvait pas la chute, et il la cherchait. Et elle venait comme ça à n'importe quel moment. Eh oui, et La mer démontée, effectivement, à l'époque, donc il teste ce sketch sur scène avec 2 autres dans un mini seul en scène, notamment celui-ci. Mais aujourd'hui, ça va. Ça va. Ça va. Parce que je suis de bonne humeur. Parce que qu'est-ce que j'ai comme souci en ce moment? Non, ben ça va. J'ai payé mon loyer, les petites dettes. Je sais pas comment je vais faire pour finir le mois. Enfin, je suis de bonne humeur. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout. Il y a de la misère partout. Je voyais en venant là dans la rue un pauvre Blaise. Sa femme l'avait quitté. Quand il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, je vous demande pardon, mais la mienne aussi. Sans un mot, sans rien. Elle est partie comme ça. Je voudrais pas que vous pensiez que c'est dans mes habitudes de pleurnicher. Justement aujourd'hui que j'étais de bonne humeur. Jacques Pessis, ce sketch s'inspire des rires et des pleurs de son enfance. Oui. Ceux de sa mère surtout, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, sa mère a été traumatisée par l'enfance qu'il a eue. Songez elle venait de Bretagne, elle a épousé son père. En fait, elle était la marraine de guerre de l'homme qu'elle a épousé. Il lui écrit pendant la guerre et ils se sont revus, ils se sont mariés. Et c'est vrai que la vie était difficile. Avoir un père qui ne travaille pas, un mari qui ne travaille pas, qui rentre tous les soirs après avoir fait un tour au bistrot parce qu'il est désespéré, et obligé de faire travailler ses enfants, c'est désespérant. Et c'est vrai qu'il y a des moments où De Vos n'en pouvait plus. Et ce qu'il a sorti finalement de cette misère, c'est aussi le fait de se dire je vais prendre des cours de théâtre. Vous savez, le théâtre, il l'a découvert tout simplement à l'école. Il a un jour entendu les 3 coups avant une représentation des plaideurs à l'école. Et les 3 coups, ça a été le déclic total. Il dit, c'est ça que je veux faire, je veux être acteur, je veux jouer sur scène. Et alors qu'il n'avait pas un rond, il faisait des économies pour aller prendre des cours de théâtre le dimanche matin à 11h, après avoir travaillé à la Crèmerie aux Halles. Et des cours de musique aussi? Alors les cours de musique aussi, mais la musique finalement c'est un autodidacte. D'après mes calculs, il a joué d'une 15aine d'instruments. Oui, c'est incroyable. Vous voyez, sur scène, il avait tous les instruments. L'ocarina, l'accordéon, je sais pas quoi. La harpe, la clarinette, le bandoléon, le violon, le trombone, la scie. Il a inventé même des instruments. Il a inventé la scie musicale, il a inventé des tas de choses parce qu'il aimait la musique. Alors, c'était pas un grand musicien, mais quand il prenait des cours de musique pour jouer, c'était le maximum. Un jour, il arrive dans une école de jeunes filles pour apprendre la harpe à Paris. Elle avait 15-18 ans, et elle voit ce monsieur qui avait déjà plus de 50 ans arriver pour prendre ses cours de harpe. Ça faisait pas très sérieux, mais lui, ça ne gênait pas. Et il a vraiment, pour chaque sketch, travaillé des semaines et des semaines. La harpe, il arrive sur un tracteur, parce que ses poètes et paysans, il joue de la harpe. Il a vraiment travaillé, mais comme on ne peut pas l'imaginer. C'est le principe du clown, parce qu'il était un amateur de cirque, et finalement, il était un humoriste, un comédien, mais aussi un clown, un vrai clown. Et oui. Et un clown bosseur. Ah il travaillait jour et nuit. Il n'était même pas question de se reposer. Ah oui, il a en quelque sorte un peu sacrifié sa vie d'homme parce qu'il n'a pas eu d'enfant, c'est ça. Il n'a pas eu d'enfant parce que Simone, je crois, ne pouvait pas en avoir. Et puis il n'a pas sacrifié sa vie d'homme, il a vécu sa vie de rêve. Quand on a une passion et qu'on peut sans faire, après tout ce qu'il a vécu, concrétiser son rêve et passer des heures et des heures, même en voiture, il travaillait, il écrivait un sketch qu'il essayait le soir, ça marchait pas.
C'était sa vie. Il n'y avait rien d'autre qui comptait. D'ailleurs, quand on parlait d'une histoire qui nous arrivait, en général, il ramenait ça à lui-même parce que c'était sa vie. Il avait ce côté égocentrique qu'on lui pardonnait. Et oui, il disait effectivement que ces sketchs étaient en quelque sorte ses enfants. Oui, comme Trenet qui n'a pas eu d'enfant, c'est leur vie. Et encore une fois, si ces sketchs aujourd'hui sont toujours d'actualité, c'est parce qu'il a su les travailler pendant des semaines et des mois. Jacques Pessis, nous allons continuer effectivement de célébrer Raymond DeVos dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Et oui, Georges Brassens et Raymond DeVos ont vécu une très belle histoire d'amitié pendant près de 30 ans, Jacques Pessis. C'est ce que vous racontez dans la biographie que vous publiez au Cherche Midi, cette biographie, donc cette première biographie de Raymond DeVos. Comment est née cette très belle amitié? Eh bien, à leur début, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand DeVos débute, il passe aux Trois Baudets, dirigé par Jacques Canetti. Et Jacques Canetti avait découvert Brassens chez Patachou et l'a fait passer aux Trois Baudets. Et en quelques instants, la passion, l'amitié entre Brassens et DeVos est née. C'est-à-dire qu'ils se sentaient d'abord en fraternité des mots. Ils travaillaient de la même façon. Ils avaient le même amour de la vie. Ils avaient en point commun le STO, puisque Brassens avait été lui aussi au service du travail obligatoire, mais avait réussi à s'échapper et à se cacher chez Jeanne dans une maison qui est devenue célèbre. Et oui, on peut dire qu'effectivement, cette époque du STO, ça les a vraiment marqués à vie tous les deux. Évidemment. Ouais. En même temps, Brassens n'a pas vécu les drames de DeVos, qui en parlait uniquement d'ailleurs avec Brassens et pas du tout avec ses proches. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait tellement d'affinités, ils se retrouvaient ensemble pour déjeuner, longuement, parce qu'ils aimaient tous les deux la charcuterie. La bonne bouche et la charcuterie, pendant des heures et des heures. Brassens disait toujours, DeVos, c'est le seul fou que nous ayons, que j'ai rencontré. Et il disait toujours, je vais à deux générales, la mienne et celle de DeVos. Et c'est vrai que Brassens, qui ne tentait jamais, allait voir DeVos. Et DeVos lui a rendu hommage d'ailleurs souvent, puisque dans son spectacle, il a joué les copains d'abord à l'Ocarina, il a joué aussi La Marine, une chanson de Brassens. Il avait une passion et une fraternité. Il fait partie de un des premiers qui a défendu la mémoire de Brassens. Un jour, Brassens lui téléphone, et Brassens n'aimait pas le téléphone, et lui parle une demi-heure. Et DeVos a senti que c'était la fin. Et effectivement, c'est le dernier coup de fil entre Brassens et DeVos. Ils ont partagé plusieurs scènes, non? D'abord, il y a eu un spectacle commun dans les années 70. Ils ont fait un tour des maisons de la culture. Et là, il n'y avait pas de vedette. C'était un tour de rôle. Et Brassens et DeVos. C'était extraordinaire. Il y avait deux vedettes quand même. Il y avait deux vedettes, mais ça ne posait aucun. Ce n'était pas des vedettes, c'était des copains d'abord qui se produisaient. Et c'est vrai que les Trois Baudets, qui étaient une pépinière, il se trouve que quand Brassens l'a connu, il n'était pas encore DeVos. Il faisait un numéro qui s'appelle Les Pinsons. Ce numéro, il est né au Vieux-Colombier, parce que DeVos a pris des cours de théâtre du Vieux-Colombier, à l'école du Vieux-Colombier. Et donc un jour, il se retrouve dans un spectacle de Michel Deray, et ce spectacle, eh bien, il fallait un numéro comique. Et donc Robert Verbac, qui était un comédien belge, lui dit, si on faisait un numéro ensemble de comique. Et dans La Perle du Colorado, les enchaînements étaient assurés par Robert Verbeek et par Raymond DeVos, qui chantaient des chansons américaines alors qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Rien, et qui ensuite donnait la réplique à Verbeek. Et ce numéro s'est tellement développé que pendant 3 ans, il a été un numéro très célèbre avec My Darling Clementine Teen Time. Oh my darling, voilà. Oh my darling. Ouais, et je vois encore. Oh my darling Clementine, malgré ma voix cassée. Voilà. Ouais. Et ça fonctionnait tellement qu'ils ont fait la France entière pendant 3 ans avec ce sketch qui a été un classique. Et Jean-Loup Dabadi m'a raconté un jour qu'il a découvert ce sketch la première fois qu'il est allé au théâtre et ce qui lui donnait presque envie d'écrire. Ah oui. Alors à cette époque, on est à peu près dans les années 50 et c'est vrai que certains critiques qualifient les monologues de DeVos comme des chefs-d'œuvre. Écoutons-en un. Un jour, je me promenais comme ça dans la rue. Tout d'un coup, je rencontre un grand metteur en scène.
Il me dit, voulez-vous faire du cinéma? Je lui dis si c'est possible. Il me dit, mon film s'appelle Si l'argent m'était compté. Il y a un caissier qui lève le pied, voulez-vous le remplacer au pied levé? Je lui dis si c'est possible. Il me dit, dites-moi, est-ce que vous êtes de la pédale? Je lui dis, pas encore. Faut-il m'inscrire? Indiquez-moi la marche à suivre. Il me dit, où peut-on vous toucher? Je lui dis, chez moi. Le matin avant 9h et après 7h le soir. Tout d'un coup, je me mets en colère. Oui, vous êtes tous les mêmes, vous voulez faire du cinéma, mais vous ne faites pas les concessions nécessaires. Je lui dis, du calme. Du calme. De quoi est-il question? Il me dit, venez demain matin à 9h au studio et il me donne une adresse. Le lendemain, j'arrive au studio sur mon 31, je vois le metteur en scène, il me regarde comme ça. J'y tiens, j'accroche. Il me dit, marchez un peu pour voir. Tournez-vous. J'y tiens, j'accroche. Et emporté par le mouvement, je décroche un verre de Musset. Le soir qui tombe à des longueurs sereines. Pour montrer que je pouvais aussi causer. Il me dit, très bien, déchaussez-vous. Je lui dis, comment? Il me dit, déchaussez-vous. Je lui dis, non. Je lui dis, non. Non, moi je me suis chaussé ce matin, c'est pour la journée. Faut attendre ce soir. Jacques Pessis, De Vos, ça fait du cinéma. Oui, enfin, c'était pas ce qu'il préférait parce qu'il détestait la télévision. Il a quand même fait 4000 télés, mais il détestait parce qu'il n'y avait pas de public en face, donc pas de réplique possible. Et le cinéma, ça l'intéressait pas non plus. En plus, il n'avait pas envie d'écrire des scénarios. Alors, il a tourné dans quelques films, notamment dans le film de Godard, où il joue une scène Extraordinaire, oui. C'était Pierrot le Fou. Pierrot le Fou. Il joue magnifique. à la fin, il y a son musicien qui est au large du port de Marseille, et lui qui est là et qui fait son sketch. C'est un souvenir fabuleux parce que Godard l'avait choisi. Et puis un jour, on lui propose d'écrire un film, La raison du plus fou, avec François Reichenbach. Reichenbach devait l'écrire, mais il n'avait pas le temps. Et il a fait un film à sketch, La raison du plus fou, avec des copains qui venaient tourner, comme Lino Ventura, comme Pierre Richard. Alors c'est un film qui n'a eu aucun succès à l'époque, mais qui est totalement culte aujourd'hui, parce qu'on découvre l'univers de Vos totalement surréaliste. Ah oui. Alors, autre artiste en devenir, effectivement, que De Vos a aussi rencontré aux Trois Baudets à ses débuts, c'était un jeune débutant, à savoir Jacques Brel. Ah oui, Jacques Brel débutait aussi, c'était le temps de la vache enragée, et là aussi, il y a une fraternité qui s'est établie autour de quelques bières entre De Vos, faussement belge, mais qui acceptait de dire en temps qu'on était belge, ouais. Et Brel. Et un soir, il y a une scène extraordinaire. Brel lui dit, écoute, j'ai pas eu le temps d'aller dîner avant le spectacle. Et donc, Brel chante sur scène. De Vos est allé chercher un sandwich, et est allé directement sur scène l'apporter à Brel, qui a pris le sandwich. Pendant le spectacle. Pendant qu'il chantait. Brel n'a rien dit, a pris le sandwich, et pendant une pause, il a mangé une bouchée. Et il y avait Jacques Canty dans les coulisses qui a dit, c'est nouveau, ça c'est bien, faudrait le refaire tous les soirs, ça donne du rythme au spectacle. Extraordinaire. Il s'aimait bien, et Brel. Ah, il s'adorait. Il s'adorait. Il y avait. Vous savez, c'est une époque de fraternité. Ouais, il y avait Brel, il y avait Brassens. Ils mangeaient tous de la vache enragée, ils faisaient 5 à 6 cabarets, ils allaient partout. Et ils allaient partout, et surtout, il y avait une école de pensée commune. Comme avec Félix Leclerc aussi, qu'il a rencontré aussi à cette époque-là. C'est une chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais qui a été une époque de créativité unique en son genre. La preuve, Brel, Brassens, De Vos, on connaît aujourd'hui. Ah oui. Et vous racontez effectivement qu'à leur début, De Vos et Brassens, en fait, considéraient l'argent et la réussite comme secondaire. Ils se prenaient pas pour des stars. C'était quoi leur motivation profonde? C'était le spectacle, c'était la création. C'est vrai que Brassens n'a jamais vécu dans le luxe. De Vos non plus. Il avait beaucoup d'argent, mais il avait sa maison, sa soupe le soir quand il entrait le tourner, sa voiture qu'il changeait tous les 100 000 km pour les tourner, et quelques costumes. C'est tout ce qu'il dépensait. Il faisait pas partie de ces stars qui allaient au bout du monde passer 15 jours en vacances. Et Brel et Brassens, c'était pareil. L'argent n'était pas une motivation à l'époque. Ce qui comptait, c'était d'apporter au public et de vivre. Ah oui, oui, De Vos n'a jamais oublié, De Vos n'a jamais vraiment oublié d'où il venait en quelque sorte. Il n'a jamais oublié d'où il venait, et encore une fois, il a laissé beaucoup d'argent à sa mort, qui a permis de faire la fondation Raymond De Vos, et également de donner beaucoup d'argent à ses neveux.
mais c'était pas la motivation, c'était autre chose. C'était si je suis pas sur scène, je suis malade. Et comment, juste un mot, comment il se sentait par rapport à son poids, par rapport à son... Est-ce que il le vivait bien, il le vivait mal, il en faisait évidemment un talent? C'était quoi? C'était extraordinaire parce que De Vos a grossi au fil des années, parce qu'il mangeait bien et buvait bien. Et quand on voit les premières images des années 60 et les dernières, c'est pas le même homme. Mais en même temps, il avait une agilité incroyable. C'est-à-dire que comme il était mime, comme il avait fait du jonglage et du cirque, il arrivait à sortir de toutes les situations. À la fin de sa vie, il y avait un numéro, le Lemme, où il sautait en arrière sur le piano, alors qu'il pesait quand même beaucoup, très très lourd. Et ben, il y arrivait sans aucun problème. Il avait une agilité des mots et une agilité physique incroyable. Et oui, parce que ça a été un grand sportif quand il était jeune. Ah, il a été très sportif, il a fait des barres parallèles, il était champion de barres parallèles. Et puis, encore une fois, l'entraînement du cirque, car il était fou de cirque, lui a servi. Eh oui. Alors, je vous propose d'écouter un autre sketch culte de Raymond DeVos, Sans dessus-dessous. Parce qu'en ce moment, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respire à l'étage au-dessus était meilleur que celui qu'on respire à l'étage en dessous. Alors le locataire du dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus. Et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous. C'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus. Le mien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je compte pas trop dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous. Et puis ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous, qui monte au-dessus, obligé d'être celui du dessus à descendre en dessous. Alors, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Et ben là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessus avec celui du dessus? Ce qui est extraordinaire quand même, Jacques Pessis, biographie merveilleuse de Vos, que je vous recommande, il arrivait à tenir, parce qu'en général, il y a beaucoup de gens qui font des jeux de mots, enfin, qui jouaient sur le mot, c'est pas un calembour, bien sûr. Mais lui, il arrive à tenir pendant des minutes, voire 10 minutes, un quart d'heure sur un sketch, en prenant quelque chose d'extrêmement ténu. Regardez, ça, je voudrais qu'on analyse chimiquement l'art de Vos. C'est rien, quoi, le voisin du dessus, le voisin du dessous, etc. Et il en fait un sketch de 10 minutes incroyable, alors qu'il parle de 4 mois et demi. Oui. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. Parce qu'il trouve une situation à partir des mots, et que cette situation, il la développe, encore une fois, pendant des mois. Vous voulez dire, attendez, il parle des mots ou il parle des situations? Parfois les deux. Il peut y arriver quelqu'un dans la rue, il observe beaucoup, qui lui donne l'idée d'une situation. Et il va développer la situation. Mais il peut aussi partir d'un mot, la mer des montées en est un exemple, pour développer une situation. C'est un travail de fourmi, un travail d'orfèvre. Et d'ailleurs, ce sketch de Sens dessus-dessous, en fait, il l'a fait dans une manière différente, dans un spectacle qui s'appelait Les Pupitres. On a totalement oublié ce spectacle des années 60 qui a duré 4 ans au Théâtre Fontaine, où De Vos était un chef d'orchestre qui allait arrêter sa formation, et autour de lui il y avait des tas de comédiens connus comme Pierre Doris, comme Nono Zamit et autres qui faisaient partie de cette troupe de musiciens, et c'était plein tous les soirs pendant 4 ans, alors qu'il était le chef de troupe et dirigeait les sketchs. Ah oui, ce qui est extraordinaire, c'est que de son vivant et aujourd'hui encore, ces fameux sketchs sont étudiés à l'école, dans les universités, et que certains élèves même en ont fait des thèses. Alors, Jacques Pessis. D'abord, les sketchs de Vos sont étudiés à l'école depuis les années 70, régulièrement. Que ce soit même dans l'école, pas primaire, mais à la limite, le CM1 et CM2 et le CE1, CE2 commencent à étudier De Vos, parce que c'est la langue française, c'est la défense de la langue française. Il y a même aujourd'hui des cours réguliers autour des sketchs de Raymond DeVos. Alors, il faut choisir, c'est un extrait, bien sûr, mais ça fonctionne très bien. Et ça permet aux élèves de comprendre ce qu'est la langue française. Il y a des ateliers aussi qui sont créés, des ateliers où on travaille un sketch de DeVos pour justement aller plus loin. Et les universitaires, oui, il y en a quelques-uns qui sont partis d'un sketch de DeVos pour développer faire des thèses sur la langue française. Jusqu'à aujourd'hui, Jacques. Il y en a encore aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup. Alors lui, il s'en fichait un petit peu, ça l'intéressait pas. Bon, même l'école, qu'on lui dise qu'il est connu dans les écoles, ce qu'il voulait, c'était l'amour de la langue française qu'il voulait cultiver et transmettre. Eh oui, c'était un grand défenseur effectivement de notre langue. Selon vous,
Qu'aurait-il pensé de l'écriture inclusive de Vos aujourd'hui? Oh, il aurait fait un sketch délirant, c'est évident. C'est clair. Mais c'était pas son truc, hein, franchement. Alors là, je prends tous les paris que ça ne l'aurait pas intéressé du tout. Je pense que ça l'a même mis en colère. Mais dites-moi, est-ce qu'il avait, alors justement, moi, il y a une chose qui me frappe, ou alors, et corrigez-moi si je me trompe, il s'est jamais occupé de politique, il n'a jamais fait de sketch politique. Jamais. Jamais, hein. Alors, c'est très rare parce que c'est rare. Parce que même Brassens, ça fait des choses anarchistes, Brel, sur les bourgeois. Et De Vos, jamais. C'est quelques allusions dans un sketch, genre un ministre, ça s'achète. Oui. Et sinon, jamais. En fait, en plus, il était aimé des présidents. De Gaulle l'a reçu un jour lors d'une réception à l'Élysée. Il a fait des sketchs pour Pompidou, pour Georges Pompidou, à l'Élysée devant ses ministres. Et que ce soit Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand, sont allés le voir sur scène. Et d'ailleurs, il a fait une entorse au protocole lorsque François Mitterrand l'a décoré. Ouais. Mitterrand arrive vers lui et fait on me dit que vous êtes Raymond DeVos, je vous aurais reconnu. Alors qu'il n'a pas répondu. Moi aussi, monsieur le président, je vous aurais reconnu. Et c'est parti dans le délire. Et le sketch a remplacé la cérémonie officielle à l'Élysée. Oui, mais jamais de politique. Hein, jamais. Jamais. Oui, il a toujours refusé les sollicitations du monde politique. Il a toujours refusé toute sollicitation. Ouais. Ça ne l'intéressait pas. Rien ne l'intéressait. Ni les décorations, sauf... il en a une. Oui, bon, il était content de l'avoir. Et il y a quand même un prix Raymond DeVos qui a été attribué de son vivant par le ministre de la Culture Jacques Ayagon. Il en était très fier parce que c'est une façon de défendre la langue française et de perpétuer son œuvre. C'est ce qui l'intéressait. Oui. Aujourd'hui, le prix Raymond DeVos a été remis récemment, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un jury qui s'est réuni, qui a attribué le prix Raymond DeVos à Muriel Robin pour l'ensemble de son œuvre et Alex Lutz comme espoir de DeVos. Et c'est vrai qu'Alex Lutz n'est pas loin de l'univers de DeVos. Il y a un univers. Et ce prix est perpétué par le ministère de la Culture. Il a, à part 1 ou 2 années qu'on a subi, il a été attribué. Il existe depuis quand Depuis 2003. C'est-à-dire que, en fait, c'est né au Festival de Ramatuelle, où Jacqueline Franjou dit à Brialy, tiens, proposons un prix Raymond DeVos. Et donc, au cours d'un déjeuner avec Jean-Jacques Ayagon, ministre, il dit, si on faisait un prix Raymond DeVos, très bonne idée. Et c'est né comme ça, tout simplement. Ça. Ah oui. C'est bien. Le seul parti dont il a fait partie, c'est le parti d'en rire, non? Oui, il n'y a que ça qui l'intéressait. Il n'y a que ça qui l'intéressait. C'était sa seule façon de faire de la politique. Mais c'est fou d'ailleurs que quand on a un monde imaginaire, on ne peut pas s'intéresser à la politique. Oui, c'est ça. Il était dans son monde à lui, le monde des mots. Et le monde des mots, effectivement, parce que c'est très frappant parmi je parle des très grands, hein, les Ferré, les Brel, les Brassens, les DeVos, etc. Lui, ça a été vraiment quelqu'un qui s'est mis à part, qui s'est mis dans la langue, dans les mots, dans les situations, comme vous dites, effectivement, les plus absurdes, les plus... Et il a touché un public énorme avec ça. Mais c'était des salles entières, pleines tous les soirs. Quand je dis, il y a plus de 200 galas par an. Avec ça, il se déplaçait en voiture, même pas d'avion, même pas de train. Il avait sa voiture, son chauffeur, il travaillait dans la voiture. Et c'était plein partout. Et à la fin de sa vie, je me souviens, les derniers Olympias ont refusé du monde tellement c'était extraordinaire. Il s'est arrêté en 2004 parce qu'il avait une polyarthrite, il ne pouvait plus monter sur scène. Mais en tout cas, il a continué à écrire parce qu'il n'aurait pas pu continuer à vivre sans écrire. Eh oui. C'est sûr. En tout cas, Raymond DeVos est resté immortel, Jacques Pessis. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Et elle craignait de quitter sa cabine. Et elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, tout petit bikini qu'elle mettait. Eh oui, premier 45 tours de Johnny Hallyday sorti en 1960. Il avait 17 ans, André Berkoff. Et à l'époque, certains étaient persuadés que ce jeune rocker n'avait aucun avenir. Heureusement, un artiste va lui tendre la main, Jacques Pessis. C'est ce que vous racontez dans la biographie que vous venez de publier au Cherche Midi, cette première biographie sur Raymond DeVos. Oui, en fait, c'est l'Alhambra Maurice Chevalier, où DeVos était passé en première partie à ses débuts, et Chevalier, qui voulait un comique musical, finalement avait eu le coup de foudre pour lui,
Et il avait pris en première partie d'un spectacle dont le chef d'orchestre était Michel Legrand. Et puis De Vos monte sur l'affiche et donc se retrouve tête d'affiche à l'Alhambra. Et en première partie, on lui propose différents noms, dont le jeune Johnny Hallyday qui vient de faire son premier disque. Il dit pourquoi pas. Et puis il faut savoir. Vous ne le connaissez pas. Ah ben, il le connaissait pas, personne ne le connaissait. Et à part le Golf Drouot, personne ne le connaissait. Et donc à l'Alhambra, il y avait l'orchestre et le balcon. Les places à l'orchestre, c'était le tout Paris venu voir De Vos, les grandes familles. Et au balcon, les places pas chères, c'était les fans de Johnny, les premiers blousons noirs. Donc, quand Johnny passe en première partie, c'est l'émeute. Et après, bon, De Vos en seconde partie, il fait un triomphe avec le public du bas. Simplement, il y a des plaintes. Qu'est-ce que c'est que c'était ce garçon qui se déhanche sur scène? C'est pas possible. Et les plaintes sont tellement nombreuses qu'au bout de 3 jours, cellule de crise à l'Alhambra, il faut virer le jeune Johnny Hallyday. On appelle De Vos qui dit, écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai eu du mal à débuter. Si vous le virez, j'arrête le spectacle. Et c'est comme ça que De Vos a permis à Johnny de débuter vraiment, parce que ça s'est calmé. Et Johnny ne l'a jamais oublié. Et le soir des 80 ans, surprise de Raymond De Vos à Marigny, Johnny est arrivé, tombé dans les bras de De Vos, et lui dit « Je sais ce que je te dois. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. » Oh, extraordinaire. Et oui, parce qu'effectivement, il a fait donc sa première scène parisienne grâce à lui. Oui, exactement. Et viré par tout le monde. Et on disait, Johnny ne sera qu'un feu de paille. On voit le résultat, il a allumé le feu. Et on se rappelle. On se rappelle effectivement qu'à l'époque, son premier 45 tours avait été cassé en direct sur l'antenne. Lucien Maurice, le directeur d'Europe 1. Mais pour une raison très simple, cette chanson Itsy Bikini, elle était reprise par Dalida, qui était le fiancé de Lucien Maurice. Mais c'est pour ça qu'il a cassé le disque à l'antenne. Après, il s'est excusé. Jaloux. Ah oui, c'est incroyable. Il faut rappeler qu'à l'époque, effectivement, Johnny et De Vos étaient les 2 rares artistes à être demandés en prison, Jacques Pessis. Ça c'est assez étonnant. Il y a un sondage dans les années 70. On demande De Vos et Johnny en prison. Alors en France, c'était pas autorisé à l'époque, mais ils vont en Suisse. Et en Suisse, un soir, De Vos va donner un récital aux prisonniers. Donc ça se passe très bien, il parle avec eux, et à la fin il dit au gardien, celui-là qui joue du piano, il a de très belles mains. Pourquoi est-il en prison? Parce qu'il a étranglé sa femme. Ça c'est presque un sketch de Vos, absolument. Oh là là, c'est incroyable. Alors la Fondation Raymond De Vos a été créée le 14 janvier 2009, 3 ans après sa mort. Aujourd'hui, effectivement, donc c'est un musée. En Vallée de Chevreuse, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? C'est quoi la Fondation Raymond De Vos? Au départ, De Vos, un jour, se rend chez Félix Leclerc, un de ses meilleurs amis, qui est mort. Mais il y a la Fondation canadien. Voilà, et sur l'île d'Orléans, en face de Québec, sa fille a fait une fondation. Et Françoise Maud, qui est à l'époque l'agent de Raymond De Vos, disait « faut que tu perpétues ton œuvre, fais une fondation ». Et l'idée est née petit à petit de faire une fondation en laissant suffisamment d'argent pour transformer sa maison en musée. Et c'est Micheline Pelletier-Decaux, la femme d'Alain Decaux, qui a passé 9 ans à diriger artistiquement pour que cette maison soit entièrement refaite, transformée en musée, avec tous les objets qui ont appartenu à De Vos, ses instruments de musique, avec son bureau reconstitué, avec des sketchs facilement accessibles par les techniques d'aujourd'hui pour les enfants, avec sa loge reconstituée. Et c'est une façon de... Elle est où cette maison? À Saint-Rémy-les-Chevreuses. On peut y aller, mais bien sûr. Et c'est un musée que l'on visite, un musée qui, donc sa maison qu'il avait achetée en 1960 a été transformée. Il y a un parc et les visiteurs viennent à la fois se promener quand il fait beau et visiter la maison de Raymond De Vos sur 3 étages où on découvre l'univers complet de l'homme qui transformait les mots et qui les détournait. Et, et chaque pièce est dédiée à un moment de sa vie, en quelque sorte. Chaque pièce est dédiée à un moment de sa vie ou à un univers de sa vie. Il y a un écran, par exemple, où on voit tous les sketchs avec les affiches des 3 Baudets, de l'Alhambra, de tous les théâtres où il est passé. Un autre, c'est dédié aux instruments de musique. On voit tous les instruments qui ont été préservés. C'est étonnant. Et puis, il y a cette loge où on a mis les télégrammes qu'il recevait, qui c'était à l'époque une tradition, lors d'une première. Et il y a son nez rouge de clown, parce qu'au fond de lui-même, il aurait rêvé d'être clown. Eh oui, et il y a aussi ce petit train électrique qui s'est acheté quand il avait 30 ans et il en avait rêvé toute son enfance. Oui, c'est un ça, jour, il va dans un magasin acheter un train électrique et un mécano. On lui dit, il avait 30 ans, c'est pour qui? C'est pour un enfant, votre neveu? Non, c'est pour moi. Il n'avait pas pu se l'offrir enfant, il s'est offert son mécano et son train électrique quand il a réussi. Alors moi, je vais vous raconter une histoire, Jacques.
C'était un ami que nous avions en commun, André Asseo, Bien qui sûr. avait fait l'anniversaire de sa femme de l'époque. Et je me rappelle qu'il y avait Romain Gary, il y avait Brassens, il y avait Enrico Macias, il y avait Claude Nougaro, il y avait vraiment un monde fou. Enfin, c'était dans les Halles. Et il y avait Raymond DeVos. Et je me rappelle que la femme de Raymond DeVos, c'est Jacqueline, c'est toujours... Simone. C'était Simone, oui, Oui. c'est ça. Je vous parle des années 71. Oui, oui. 71, 72. Et alors, je me rappelle, à un moment donné, il était minuit, tout le monde s'amusait comme des fous, et elle lui dit, oh, Raymond, il faut qu'on rentre maintenant, tu as du travail pour demain. Non, je suis très bien. Non, il faut que tu rentres. Et il nous le sort, évidemment, il se lève et dit, se coucher tard, nuit. Voilà, exactement. Mais il ne voulait pas rentrer parce que quand il était parti dans une soirée comme ça, il s'amusait comme un fou. Et c'était un sketch de plus pour lui. C'est ça. Ouais. Il adorait passer les soirées. Vous ne pouvez pas imaginer. On l'invitait pour dîner et il y en avait pour des heures et des heures le temps qu'il ait fait ses sketchs. Et les invités étaient... Il adorait faire ses sketchs. Ah mais je l'ai fait dîner un jour avec Yves de Chaise-Martin, qui rêvait de le connaître, le président du Figaro, dans un restaurant du 20e arrondissement, où à la fin du dîner, il s'est mis à faire des sketchs. Comme ça, pour le plaisir. Formidable. Mais c'était sa vie. Quelle générosité, hein. Jacques Pessis, je rappelle que votre biographie sur Raymond DeVos est parue aux éditions du Cherche Midi, ainsi que les pensées de ce génie de l'humour qui disait, pour trouver une pensée, eh bien, il faut se lever de bonne heure. Moi, à l'heure tardive à laquelle je rentre chez moi, je n'ai qu'une seule pensée, me coucher. Extraordinaire. Eh bien, bonne nuit Raymond DeVos, mais on ne l'oubliera jamais. Eh oui, jamais. Et bravo effectivement. Jacques Pessis pour cette biographie qui vraiment mérite bien son nom. Eh oui, effectivement. DeVos, toute sa vie, il a multiplié les bons mots. Alors, chers auditeurs de Sud Radio, si vous voulez réécouter ces sketchs, eh bien, Universal vient de sortir un très beau coffret de 3 DVD. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie. Comment faire circuler notre énergie et être en bonne santé? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio.